Les gagnants considèrent que chaque jour est une finale du Super Bowl, chaque jour est une finale olympique, chaque jour est une Ligue des Champions, chaque jour est une grande finale. La vie est un vrai jeu, et est gagnant dans la vie celui qui a compris cela. Vous savez, ils sont comme vous, ils ne se plaignent jamais. Ils finissent deuxièmes épuisés, mais surexcités, parce qu'ils étaient troisièmes la dernière fois. Les gagnants traitent les animaux comme des gens, et les gens comme des frères et sœurs. Les perdants critiquant tout le monde, et les rabaissent à leur niveau misérable, parce que la misère aime la compagnie. Un perdant est une personne, dans ce pays abondant, qui aimerait ressembler, ou gagner autant, et prendre des congés comme quelqu'un qui réussit, mais ne fait rien pour devenir cette personne. Il se contente d'espérer. Un spectateur de la vie ne serait pas ici, et ne regarderait pas cette vidéo. Ils sont trop occupés à fuir les objectifs qu'ils ne se sont jamais fixés, et les rôles qu'ils ne peuvent pas s'imaginer jouer. Contrairement aux gens comme vous, qui semblent obtenir ce qu'ils veulent, en donnant aux autres ce dont ils ont besoin d'une manière très naturelle et fluide. Je pensais que gagner était une question de talent, mais le monde est plein de perdants talentueux. Je pensais que gagner était une question d'éducation, alors j'ai rempli mon bureau de diplôme, étant incapable de me connecter aux gens. Mais c'est dehors qu'on gagne. L'école n'est jamais finie pour un professionnel, vous continuez à apprendre. Je pensais que gagner dépendait de l'apparence, mais j'ai découvert des gens qui n'avaient l'air de rien et qui se révélaient être incroyables. Je pensais que c'était dû aux conditions de départ, mais j'ai découvert tant de gens qui avaient tout pour bien commencer et qui finissaient avec rien à la fin. D'autres n'avaient rien au départ et ont tout raflé au final. J'ai découvert que gagner repose entièrement sur votre attitude. Tout est dans votre manière de voir les choses. Votre attitude est soit le verrou, soit la clé, qui ouvrira la porte de votre succès. Elle vous enferme ou elle vous ouvre la voie. Et j'aimerais vous donner les attitudes et les actions qui font de quelqu'un un véritable gagnant dans la vie. J'aimerais vous donner ces idées de haute performance qui sont communes chez les personnes qui atteignent une réussite hors du commun. L'attitude numéro 1 est votre IGC 5 ou votre taux d'humanisme. Il se manifeste par votre positivité. La première attitude gagnante qu'enseigne l'indicamétrie et que j'ai découverte, c'est d'avoir une conscience positive de soi. À quoi bon être motivé par un rêve si vous ne le voyez pas pour vous-même? Si vous ne voyez pas votre potentiel? Nous nous sous-estimons depuis que nous sommes enfants, parce que nous ignorons nos énergies capacitaires innées. Vous voyez, beaucoup se sont associés à leurs erreurs. C'est quoi ces erreurs? Quand vos enfants se comportaient bien, c'était naturel, vous ne disiez rien. Et quand ils se comportaient mal, vous étiez le premier à les critiquer, à pointer du doigt leurs erreurs. Vos critiques se sont imprimées dans leur subconscient, et ils ont commencé à s'identifier à leurs erreurs plutôt qu'à leur succès, et ils ont renforcé ce qui n'allait peut-être pas chez eux. C'est le cas de la plupart d'entre vous. Vous ne dépassez jamais les limites que vous vous imposez, vous ne faites que fixer de nouvelles limites dans lesquelles vous devez vivre. Les habitudes commencent comme de simples idées, comme des toiles d'araignée fragiles au début, puis avec la pratique, elles deviennent comme des câbles incassables qui renforcent ou enchaînent une vie. Les limites humaines sont auto-imposées. Les gens disent « si j'avais le temps ». Que dira-t-on de moi? Si j'étais comme lui, si j'avais ceci ou cela? Ce sont les perdants. Ray Kroc, 54 ans, vendait des gobelets en papier. L'argent doré de McDonald's, il a commencé à 54 ans. Grandma Moses a peint son premier tableau à 75 ans et ensuite, elle a peint entre 500 et 700 chefs-d'œuvre après 75 ans. J'ai toujours aimé George Burns. Je ne peux pas mourir. J'ai des engagements. Donnez-vous des engagements et du temps. Vous êtes le seul à disposer de votre temps. Si ce n'était pas à cause du temps, nous avons le temps. Si ce n'était pas à cause de l'argent, si seulement j'avais de l'argent. Rappelez-vous, vous vous souvenez de ce bon vieux Walt Disney? Vous plaisantez, il était en faillite pour la deuxième fois. Vous imaginez le genre de courage que cela demande? Il avait une marionnette à main appelée Steamboat Willie. Il parlait avec cette voix aiguë. Il a été la première voix de Mickey Mouse. Il disait « J'ai une horreur pour vous. Je peux vous donner des dessins animés à publier pendant des films muets. » Mais il était chassé. Dégage d'ici, Walt. Encore une de ses idées à dormir debout. Mais il croyait en ses rêves alors qu'il n'avait qu'un rêve auquel s'accrocher. Il était aussi génial quand il était fauché. Loin du découragement, avec une marionnette, il était à l'ouverture de Disneyland et Disney World. L'argent coule simplement par les grandes idées et la persévérance. Et vous et moi obtiendrons l'argent parce qu'il viendra à nous si nous travaillons nos énergies capacitaires pour faire les choses avec la manière qu'il faut.
Je pense à une femme dans l'histoire, d'âge moyen, du Midwest, venant du Garment District aux États-Unis. Elle est allée avec son mari dans un kibbutz. Ils avaient des problèmes conjugaux et ont divorcé. Elle avait un chignon et des bas roulés, pas si belle à l'extérieur, mais à quel point brillante et belle à l'intérieur était Golda Meir, l'une des plus grandes femmes premières ministres du monde. C'est ce que révélaient ses énergies capacitaires. Mais ne le sachant, le mari l'avait divorcée. Une grand-mère avec un chignon et des bas roulés. Peu importe vos circonstances, vous et moi avons ça. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la conscience de soi positive, de ne pas voir les limites et de comprendre que nous sommes ceux qui nous limitons. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le plus grand voleur de joie. Je vais vous prouver que la comparaison, autrement dit vraiment, le fait de se comparer aux autres, n'a absolument aucun sens. Prenons justement l'exemple de Ray Kroc. Imaginez un instant que le fondateur de McDonald's à 52 ans, en 1955, se soit dit « Je suis foutu, j'ai 52 ans, je suis qu'un petit vendeur misérable de machines à milkshake qui gagne à peine de quoi vivre. » Alors que des jeunes comme David Packard, fondateur de l'entreprise HP, à 30 ans, générèrent déjà plus de 5 millions de dollars par année. J'ai 20 ans de plus et je ne suis qu'un petit vendeur de machines à milkshake de merde. Mais au final, avant de mourir, il pesait 500 millions de dollars. Alors qu'il aurait pu tomber dans le jeu dangereux de la comparaison et finir abattu en se comparant à une personne qui avait réussi à peine 30 ans, donc 22 ans plus tôt que lui. Morale de l'histoire, ne vous comparez pas et avancez simplement sur votre propre chemin. Ça pourrait vous mener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la comparaison ne motive pas. Au contraire, elle génère du stress, de la jalousie, un sentiment d'infériorité, de la dépression et du doute de soi. Et le pire, c'est qu'elle est toujours basée sur des apparences trompeuses. Par exemple, vous vous comparez à votre ami qui a l'air d'être heureux en couple alors que vous êtes célibataire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sa femme est infidèle et qu'elle couche avec Mamadou, le voisin. Tu es en train de me dire que c'est une... Tu l'as dit. Ou sinon, vous vous comparez à un jeune qui a fait fortune alors que vous galérez à boucler les fins de mois. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va mourir d'un accident de voiture dans 2 semaines. C'est un exemple, mais cela démontre que la comparaison qui mène souvent à la jalousie est simplement mal placée et impertinente. Vous ne savez pas de quoi est fait demain et si les personnes avec qui vous vous comparez sont vraiment heureuses ou bien dans leur peau. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre problème. Parce que votre but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais simplement un peu meilleur que la veille. Qu'est-ce qui nous retient dans la vie? Attitude numéro 2. Je vais vous le dire. Pour moi, ça a été mon estime de moi. Et c'est la deuxième attitude pour gagner. Si je pouvais offrir aux enfants du monde une boîte pour Noël à chaque jour, je leur donnerais une grande boîte d'estime de soi. Et ils l'ouvriraient et verraient que ce n'est pas important ce que vous portez, qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous possédez ou ce que vous conduisez. C'est ce que vous ressentez à propos de vous-même à chaque instant qui compte. L'estime de soi, c'est ce sentiment profond de votre propre valeur. Et c'est pourquoi, en tant que deuxième attitude gagnante, c'est à mon avis la qualité la plus importante. C'est l'internalisation de la valeur. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait la semaine dernière, et peu importe ce que vous ferez demain. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à propos de votre potentiel. C'est ce sentiment. Il n'y aura jamais un être humain plus important qu'un autre en fonction de ce que vous possédez, de votre apparence ou de ce que vous faites. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez à propos de vous-même. Et c'est la chose la plus importante. L'internalisation de la valeur, des standards internes, sans vous comparer ni vers le bas, ni vers le haut avec quiconque. Utilisez la compétition pour rester honnête, maintenir la qualité et des prix corrects, mais fixez vos propres standards tout en offrant vos victoires aux autres. Les 3 plus grandes peurs que j'ai rencontrées dans la vie sont d'abord la peur du rejet, qui est la plus grande peur que quiconque puisse avoir. Cette peur est plus grande que n'importe quoi. La peur d'être ridiculisé devant un groupe de semblables. Pourquoi pensez-vous que la pression est si forte chez les jeunes pour qu'ils s'habillent, agissent et ressemblent à un certain modèle? Et cela persiste à l'âge adulte. Nous sommes tous pareils, nous avons peur que les autres se moquent de nous. C'est pourquoi, en maternelle, les enfants lèvent la main sans se soucier d'avoir tort ou raison. Ils veulent juste répondre à tout. Dès que vous arrivez en 4e, vous commencez à vous inquiéter du ricanement et d'avoir tort. En arrivant au lycée, vous vous dites « je ne réponds plus ».
Et quand vous êtes adulte, vous jouez toujours la sécurité avec les mêmes amis qui partagent les mêmes croyances. Et c'est ainsi que ça fonctionne. La peur du rejet devient la peur du changement. Je ne veux pas changer et montrer l'exemple. Je pourrais être critiqué, je pourrais être ridiculisé. Et cela devient la peur du succès. Et tout au long de ma vie, la chose dont j'ai eu le plus peur, c'est de réussir, de gagner. Vous savez pourquoi ? Parce que d'où nous venions, qui nous étions et comment c'était, ça ne semblait pas fait pour nous. Et donc, j'ai limité mon potentiel. Vous et moi n'avons pas peur d'être rejetés, car nous savons une chose à propos de l'estime de soi. Vu que l'estime de soi n'a rien à voir avec la performance, et tout à voir avec le potentiel. Vous et moi pouvons séparer ce que nous sommes de ce que nous faisons. Et la chose que vous apprenez avec une haute estime de vous dans la vie, c'est de ne jamais emporter vos échecs avec vous. L'échec doit être laissé là où il s'est produit, considéré comme une expérience d'apprentissage, une étape plutôt qu'un obstacle, une simple gêne temporaire. J'ai découvert une manière de distinguer un futur gagnant d'un futur perdant, c'est la façon dont il projette sa valeur. On projette toujours à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur. Je sais que je le fais, je ne peux pas le cacher. Je ne suis pas le plus beau du groupe, mais je fais de mon mieux pour être présentable dans le groupe. Je ne porte pas les vêtements les plus chers, mais ils sont propres et repassés la plupart du temps. Et vous projetez toujours à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas le nier ou y échapper. J'arrive à voir en moi et chez les autres la capacité à accepter ou pas un compliment et la manière dont ils démontrent leur valeur aux autres. Quand les gens me disaient des choses gentilles, je renvoyais toute la valeur qu'ils m'avaient donnée. C'est un indice facile. Rejet de la valeur ou acceptation de la valeur. Magnifique cadre, Denis. Et je répondais, arrête, je vais le donner à une charité. Il disait, on t'a apporté un cadeau pour ton anniversaire. Je répondais, vous n'auriez pas dû, vous avez trop dépensé. On sait, mais on voulait juste tester ta valeur. Ils m'ont dit, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour notre fils. Et j'ai répondu que ce n'était rien. Ils m'ont dit, on lui dira ça pour toi. Pourquoi quelqu'un, lorsqu'il reçoit un compliment, le refuserait-il ? Actuellement, j'apprends à regarder les gens dans les yeux et à maintenir le regard. J'apprends à serrer la main et à me présenter, et que tout va bien. J'apprends à projeter ma valeur aux autres. J'apprends à ne jamais commencer par une excuse. Je n'émets plus d'excuses en arrivant. J'essaie de donner de la valeur aux gens et d'accepter celle qu'ils me retournent. L'estime de soi, c'est la qualité la plus importante, ce sentiment de n'avoir aucune limite. Votre estime de vous-même est un peu l'équivalent d'une étiquette de prix sur un article que vous pouvez trouver en magasin. Le prix sur l'étiquette ne reflète pas vraiment la valeur réelle de l'article. Mais pourtant, les gens associent toujours une plus grande valeur à un article coûteux qu'à un article à bas prix. Comme dans un magasin, les gens autour de vous sont souvent influencés par l'étiquette de prix que vous avez choisi de porter. Si vous vous sous-estimez, vous affichez un prix bas et les autres auront tendance à vous percevoir de la même manière. Ils vous renverront cette sensation multipliée et ça renforcera une basse estime de soi. Mais cette dynamique fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque vous augmentez votre estime de vous-même, vous augmentez l'étiquette de prix que vous affichez. Ce qui se passera, c'est que les gens qui vous entourent commenceront à vous donner plus de respect et de considération, et cela renforcera votre estime de vous. Rappelez-vous de ça. Vous êtes soit dans une spirale vicieuse ou vertueuse, mais la stagnation n'existe pas. Prenons l'exemple de Rosa Parks en 1955. Dans une société dominée par les lois ségrégationnistes imposées par les Blancs, Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus à un passager blanc. Selon les lois de ségrégation de l'époque, les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière du bus et céder leur place aux Blancs si nécessaire. Mais bien sûr, elle a refusé. Par cet acte, elle a affirmé sa propre valeur dans un monde qui la sous-estimait. En choisissant d'afficher une étiquette de prix élevée, elle a non seulement renforcé sa propre estime d'elle-même, mais elle a aussi incité la population à lui refléter une valeur à la hauteur de sa grandeur. Son acte de défiance a contribué à transformer la perception de toute une nation qui a fini par reconnaître la dignité et les droits des Afro-Américains. Rosa Parks a prouvé que lorsque vous savez ce que vous valez, vous pouvez influencer la manière dont les autres vous perçoivent et même changer le cours de l'histoire. Attitude numéro 3. La troisième attitude gagnante selon moi est la maîtrise positive de soi. L'idée que la vie est un projet divin que l'on réalise pour les autres et pour soi-même. Et je peux en assumer le crédit ou le blâme, car je deviens petit à petit celui que j'ai décidé d'être.
Je n'avais jamais compris ça jusqu'à récemment. Je n'ai jamais dit un mensonge qui ne soit revenu me mordre plus fort que ce que j'avais dit à la légère. C'est le boomerang infaillible, la loi de cause à effet. Ce qu'on donne nous revient, et c'est le cas. La responsabilité. Les êtres humains les plus sains, les plus heureux et les plus déterminés sont ceux qui croient qu'ils exercent un certain degré de contrôle sur les résultats qu'ils obtiennent dans leur vie par les choix qu'ils font. Il n'y a pas de liberté sans action responsable. La vie est un choix, et nous faisons des choix en fonction de notre façon de penser. J'avais besoin de comprendre ça, je ne le savais pas avant. Je pensais que j'étais juste une victime du système à ma manière. Mais j'ai décidé d'en sortir. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'étudier les personnes qui font les bons choix, les personnes les plus saines. J'ai appris une chose, le temps est le seul employeur qui offre des chances égales à tout le monde. Vous contrôlez ce que vous faites de votre temps, la manière dont vous choisissez d'utiliser vos pensées. Vous contrôlez vos contacts, avec qui vous traînez, ce que vous choisissez comme modèle, c'est de votre ressort. Vous contrôlez vos concepts. J'espère que ça vous a plu si c'est le cas. N'oubliez pas de laisser un pouce pour moi, je vous dis rendez-vous au 31-18 prochain épisode portant sur d'autres secrets, et promis il sort très bientôt. Aimez et likez, partagez autour de vous, c'est là aussi l'humanisme.